manières de voir les choses. La première, c'est de dire, effectivement, c'est un peu compliqué tout ça, c'est quelques milliers de personnes, quelques dizaines de milliers de personnes. Est-ce qu'on a bien besoin de tout ça? Finalement, ils peuvent se marier, ces gens-là. Et on l'entend hein, dans la population, on dit, bah, finalement, les homos, ils peuvent se marier. Oui, c'est vrai, ils peuvent se marier avec la personne du sexe opposé. Ah, bah, ils peuvent adopter aussi, les homos, ils peuvent adopter, comme tous les célibataires. En France, on a le droit d'adopter. Vous savez que depuis 1962, en France, les célibataires ont le droit d'adopter. Oui, c'est vrai, mais ils peuvent adopter à condition de cacher leur sexualité et leur vie privée. Ah, c'est quand même un peu gênant. Et donc, il y a une autre manière de voir les choses, c'est de dire, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres, ces gens-là, finalement. Ils n'ont pas le droit, si, ils ont le droit d'exister. Ils sont tolérés depuis le Pax, quand même. Ils peuvent s'unir civilement. Mais est-ce qu'ils sont complètement acceptés? Est-ce qu'ils ont complètement les mêmes droits que les autres? Et je voudrais faire le parallèle avec quelque chose qui va, je pense, parler à tout juif dans la salle. En 1792, on est bien plus loin. 1792, il y avait peut-être 2% de juifs en France. Et cette minorité de juifs et certains représentants à la constituante de ces juifs, qui n'étaient pas tous juifs d'ailleurs, on est là, se sont dit, finalement, est-ce qu'on va donner la pleine citoyenneté aux juifs? Ils avaient depuis 1784, je crois, c'était 2016, qui leur avait donné le droit d'exister en quelque sorte, mais ils n'avaient pas la pleine citoyenneté. Alors c'est pas le droit de vote qu'on demandait à l'époque, c'était le fait de pouvoir exercer n'importe quelle profession. En gros, ils étaient limités à quelques professions de commerce et d'argent. Eh bien, les juifs ont vécu en France avant. Ils ont vécu très correctement, ce n'étaient pas des gens qui étaient absolument discriminés. Eh bien, on aurait pu dire, voilà, ils ont vécu correctement, ne leur donnons pas la pleine citoyenneté. Et pourtant, la France leur a donné la pleine citoyenneté en 1792. Eh bien, c'est exactement la même chose qui est en train de se produire pour les homosexuels, les gays, les lesbiennes. Aujourd'hui, bientôt en tout cas, ils auront un peu l'équivalence de la pleine citoyenneté, c'est-à-dire une égalité de droit. Et je pense qu'en tant que juif, donc pour répondre à la question, Emmanuel, que tu as mise sur le livret, en tant que juif, ne serait-ce que par ce simple parallélisme, on ne peut pas s'opposer à ce que chacun ait les mêmes droits. Ça ne change rien aux droits des hétérosexuels, qui ont le droit de se marier et d'adopter depuis très longtemps, même de divorcer depuis un siècle d'ailleurs. Mais effectivement, ça change les droits de ceux qui ne les avaient pas avant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on peut redire, c'est qu'on parle de famille. Ce sont des droits familiaux, mariage, adoption. Or, moi j'ai toujours appris, dans mon éducation juive, qui n'est que ce qu'elle est, mais depuis elle s'est enrichie, j'ai toujours appris que les valeurs familiales étaient importantes dans le judaïsme, et notamment les valeurs de transmission. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Quand on pose la question aux adhérents du Bet Haverim, et c'est un travail qui a été fait par une chercheure en sociologie, Martine Gross, qui est ingénieure de recherche au CNRS, elle a fait ce travail il y a quelques années parmi les adhérents et sympathisants du Bet Haverim. 150 personnes ont répondu, et quand on leur posait la question, est-ce que ce que je vais vous dire est important pour vous? Il y en a 93% qui ont dit, c'est important pour moi de transmettre des informations sur l'histoire et la culture juive. 82%, c'est important pour moi que mon enfant sache qu'il est juif. 81%, c'est important de transmettre le sentiment d'appartenance au peuple juif. Et je peux vous en donner quelques autres. À aucun moment, ces gens ont dit c'est important pour moi de transmettre l'homosexualité, de transmettre le fait que j'aurai une culture particulièrement différente en tant qu'homosexuel. Ils se sont tous identifiés à des valeurs éminemment juives, la famille, l'histoire, la culture, le peuple juif, respecter quelques traditions et l'éducation juive. Et là, c'est le deuxième élément. On est en train de dire finalement qu'à partir du moment où la loi serait votée, il y aurait plus de familles juives en France. C'est quand même pas un luxe duquel on peut se priver. Il n'y a pas tant de juifs en France en famille. Eh bien, il y en aura un peu plus à la fin du vote de cette loi. Alors, comment transmettre? Quand on leur pose la question, toujours ces mêmes juifs qui ont répondu, donc 150 personnes, comment transmettre? Eh bien, ils souhaitent transmettre au plus près de ce qu'ils ont reçu eux-mêmes. Ils souhaitent transmettre les valeurs familiales. Pour certains, ils sont en couple, d'autres ne le sont pas. Certains ont des enfants, d'autres ne l'ont pas. Et pour eux, la famille, c'est soit la famille biologique, traditionnelle, soit la famille d'élection, éventuellement. Et le Bet Haverim
pendant une longue période, hein, surtout dans les périodes plus difficiles, aujourd'hui ça va mieux, le Beth Averim a parfois constitué le seul lien entre ces personnes, souvent en rupture de famille, et la communauté juive. Hein, comme un intervenant l'a dit tout à l'heure, parfois il se trouvait dans Martin Gross dit une dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'il considérait que, à partir du moment où je suis homo, je ne peux pas être juif. Ou si je suis juif, je ne peux pas être homo. Ou encore, je peux me ressentir homo, et je ne peux pas vivre ma sexualité. Et donc je fais un choix. Alors évidemment, souvent c'est un choix qui est le rejet du judaïsme. Eh bien, le Beth Averim a pu constituer pour eux une famille d'élection. Ils ont un fort besoin de reproduction. Je cite quelques phrases de l'étude de Martin Gross que je tiens à votre disposition pour ceux qui ça intéresse. Un fort besoin de reproduction de ce qu'ils ont reçu, quitte à mettre en place quelques compromis. Alors effectivement, ce n'est pas un père, une mère, un enfant, deux enfants, et puis le petit chien. En général, c'est parfois le petit chien avant les enfants, c'est un peu plus facile. Et donc, la mission de transmettre l'identité juive est souvent rendue encore plus nécessaire du fait de l'homosexualité. Un peu comme si ses parents se sentaient incomplets et devaient faire preuve d'encore plus d'efforts que les parents traditionnels pour mériter ce rôle de parent. Voilà. Le support privilégié, c'est donc la famille, et parfois une famille d'élection constituée par les autres. Ce que je voulais dire, tu m'arrêtes Emmanuel si je dépassais. Dans 2 minutes chrono. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a vu souvent dans ce débat, on y reviendra certainement, des expressions qui étaient à la limite de l'homophobie. Et très franchement, je tiens aussi à votre disposition, d'ailleurs il faut que je montre celui-là parce qu'il est trop beau, il y a un dessin extraordinaire qui est paru sur Internet, sur un site catholique intégriste qui dénonce le sionisme et l'intégrisme sexuel. Alors, c'est très difficile de vous le montrer de loin, mais cette image représente une famille traditionnelle, donc on voit un homme, une femme et 3 enfants, avec une croix, c'est une croix chrétienne, c'est une famille traditionnelle, catholique. Et à gauche, on voit un personnage qui tient un bout portant un pistolet. Ce personnage est en couleur, bon c'est pas en couleur ce que je vous reproduis, mais sur Internet, je vous garantis, vous allez voir le site desintransigeants.com. Il a fermé, ils l'ont fermé. Ils l'ont fermé. Enfin, la police l'a fermé. Alors, ce personnage était, puisqu'il n'est plus, en rainbow flag. Donc, rainbow flag, c'est le symbole des homos. C'est un drapeau de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et, c'est ça qui est intéressant dans notre cas, une Magen David. Alors, c'est vrai qu'on la voit aux 2 tiers, on ne la voit pas complètement. Donc, quelqu'un qui n'est pas très averti, il ne fait pas le rapprochement. Mais vous voyez comment ce genre de dessin, ça doit t'intéresser aussi, Emmanuel, je pense, ce genre de dessin manipule les esprits. L'esprit, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ce sont les homos qui menacent la famille traditionnelle, ce sont les juifs qui menacent les chrétiens, les homo-juifs qui menacent la famille juive traditionnelle. Et en fait, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est assez intéressant de faire le parallèle. Je reviens un siècle après la Révolution, je crois que c'est en 1884 que la République française a voté le droit au divorce. Donc, le mariage civil avait été fait pendant la Révolution, et le droit au divorce, c'était une première brèche sur on va dire une institution chrétienne. Et à ce moment-là, déjà, les personnes qui s'opposaient au divorce, qui étaient pour souvent des catholiques intégristes, on va dire à l'époque ça ne s'appelait pas catholique intégriste, mais traditionnaliste, eh bien, on fait l'assimilation entre la défense du droit au divorce et le judaïsme. Et on vient d'assimiler le fait qu'effectivement, certains défenseurs de ce droit étant juifs, eh bien, c'était pratiquement transparent dans le discours. Ceci, je vous demande de le regarder sur Internet aussi. Il y a une sociologue qui est très connue, qui s'appelle Irène Théry, qui en parle lors de son audition à l'Assemblée nationale. En d'autres termes, pour conclure, on peut être pour, on peut être contre. Vous avez compris que ma position est celle du Beth Averim, c'est d'être pour. Mais c'est très très difficile d'être contre et de s'associer à ce genre de discours qui sont en réalité non seulement homophobes, mais aussi antisémites. Merci Franck. Alors, je propose qu'on fonctionne sur un mode sur lequel Yeshaya va pouvoir prendre la parole, se présenter et
vous exposez comme Franck l'a fait.